La démocratie en Russie. Pour commencer, voyons qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Une démocratie, c'est un système de gouvernance d'une institution. Pour notre sujet, un État où l'organisation est décidée par l'ensemble de ses membres, ici les citoyens de l'État. La Russie, ou Fédération de Russie, est un État fédéral, constitué de plusieurs États nommés sujets, présents en Europe de l'Est et Asie du Nord. Euh, Le pays est peuplé de près de 100 millions d'habitants, concentrés principalement dans les plaines à l'ouest du pays. Aujourd'hui, la fédération se dit être un régime démocratique, ce qui, donc, se ferait gouverner par la souveraineté octroyée par son peuple. Cependant, cette affirmation n'est pas du tout au goût de tout le monde. Par exemple, dès qu'on recherche pays dictature ou pays démocratie sur Internet, on peut y voir des cartes issues d'études comme celle-ci, où on peut voir la Russie classée non pas parmi les démocraties, mais généralement parmi les dictatures ou régimes autoritaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous pensons et nous avons théorisé que suite à ce sondage, dans la classe, il y aura une majorité de non, comme quoi la Russie ne serait pas une démocratie. Alors, peut-être ce ressentiment général au sein de la classe, hein, peut-on alors, dans de ce ressentiment général au sein de la classe, y déceler une certaine part de vérité euh, qui serait fondée et qui ferait que la Russie ne sera pas ce qu'elle prétend être, ce que l'on va voir tout au long de cet exposé. La démocratie en Russie. Il y a près d'un millénaire, on peut y voir émerger différents systèmes de scrutin sur les différents cités-États qui constituent l'actuel territoire russe, où la population réunie en une assemblée, la Vétché, participe à la vie politique de leur territoire. Ils élisent leurs représentants, leurs généraux et même leurs archevêques. On peut y voir l'apparition de la notion du système de scrutin public. Cependant, ce n'est toujours pas une forme de gouvernement démocratique en Russie, car dans les faits, seuls les boyards, c'est des aristocrates, peuvent se faire élire à ces hautes fonctions politiques, formant un groupe d'oligarques détenant le pouvoir. Faisons désormais un bond dans le temps, à partir de 1905, où ouvriers puis paysans décident de se réunir dans des organisations représentatives et locales. C'est une sorte de syndicat, prenant le nom de Soviet, qui, lors de l'arrivée de Lénine au pouvoir après la révolution d'octobre 1917, fut limogé au profit de l'oligarchie qui constitue Lénine et les conseillers qui possèdent tout pouvoir. Et ses conseillers qui possèdent tout pouvoir. Plus tard, Staline arrive et met en place un nouveau système dit démocratique, séparé en deux parties, les soviets, qui sont désormais reconnus et sont élus par l'ensemble de la population, le parti communiste, qui sont élus de façon pyramidale, où la strade au-dessus de l'autre est considérée comme son représentant, et ayant comme support la population qui a adhéré au parti. Cependant, le pouvoir des soviets sont risibles et le parti possède au contraire euh, tous les pouvoirs, mais seulement les plus haut placés du parti, qui ne se font élire par quelconque forme de scrutin. Les autres postes du parti ne se contentent que d'influence des élections de soviets par constitution. Euh, Ce système continua de prospérer des dizaines d'années, garantissant à sa population hors des sécurités. Cependant, quand Gorbatchev arrive au pouvoir, la cohésion des différents États que constitue l'Union commence à faiblir et Gorbatchev veut donner une autre vision aux communistes, une vision voulant donner à la population les moyens de décider par elle-même du sens qu'ils veulent donner à l'État. Pour cela, Gorbatchev lance une série de réformes, les fameuses perestroïka, permettant à chacun d'investir. Ça veut rien dire ta phrase là. Bon, pas grave. Maintenant, voyons comment s'organise le système politique russe. Commençons au niveau des lois. Comme de nombreux pays comme la France, il existe une hiérarchie des lois définissant leur pouvoir. Chaque loi doit se conformer aux lois et aux droits constitutionnels qui lui sont supérieurs.
Chaque loi, pourtant, dans une démocratie, il faut que le peuple puisse proposer et approuver ces lois. Cependant, on peut y voir que seules des chambres ont ce droit. Mais on peut voir dans ce système russe que le peuple fonde à la base du système et que le principe de démocratie, représente, euh, représente, hein, et que sur le principe d'une démocratie représentative participe à la vie politique. Malgré un système prônant la démocratie, l'idée générale que nous pouvons partager sur le régime de la Russie est opposée. Cela est causé par Poutine. Pour cela, faisons un petit tour d'histoire et revenons dans les années fin des années 90. Lors de la fin du règne de Léonid Brejnev, ou avant sa mort, il instaure une nouvelle constitution qui aurait pour but de redonner du pouvoir au peuple en mettant en place des élections populaires. Cependant, seuls des membres du parti unique pouvaient être candidats. Plus tard, en 1985, Mikhail Gorbatchev est propulsé au pouvoir suite à la mort des successeurs Yuri Andropov et Konstantin Tchernouko et profite pour instaurer une série de réformes qu'il nomma Perestroïka, qui met en place une série de mesures économiques et sociales jusqu'en 1991. Avec ces réformes, il diminua l'influence du parti unique en faisant en sorte qu'il puisse y avoir plusieurs partis au sein des élections. De plus, les autres réformes plus libérales accéléreront, si ce n'est plus la chute de l'Union, qui, depuis la fin des années 70, peine à tenir face à une nouvelle situation géopolitique, avec par exemple la croissance rapide chinoise ou le retard du développement informatique face aux États-Unis. Puis, en 1991, il cède sa place à Boris Eltsine qui, suite au fiasco de son coup d'État, gagne les élections et s'ensuit d'un nouveau mandat, où il fait appel à Vladimir Poutine, qu'il nomme directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, afin d'appliquer une politique de répression intensive contre les gangs qui, lors de la chute, ont proliféré. Puis, au réveillon du troisième millénaire, Helsinki interpelle la population lors d'une élocution à la télévision où il annonce qu'en raison de ses problèmes de santé, il cède sa place à Vladimir Poutine qui deviendra à présent président par intérim durant 6 mois, lui donnant de l'avance pour ses prochaines élections qu'il remportera. Maintenant que Poutine est désormais au pouvoir, il veut s'inscrire dans une volonté de faire retrouver à la Russie sa puissance, sa gloire et sa place de grande puissance qu'elle fut sous l'ère soviétique. Pour cela, sur le plan intérieur, il réinstaura l'hymne de l'Union à la super de son mentor et récupéra le contrôle d'une grosse partie des industries d'ordre stratégique qui fut sous son mentor privatisée de façon obscure au profit d'acteurs étrangers. Cela représente 50%. Sur le fait extérieur, Poutine recherche des alliés et de l'influence pour pallier aux nations qui ont quitté l'Union lors de sa chute, basant sa politique sur deux aspects. Le premier, l'aspect économique, où Poutine développe l'exportation de ressources minières, principalement de gaz et de pétrole, avec de nombreux partenariats commerciaux, comme avec la Chine, qui est en son premier client, possédant aussi une demande qui est de plus en plus croissante. De plus, suite au réchauffement climatique, des capacités d'échange accrues pourront être octroyées via le passage du nord-est où la Russie développe déjà des ports au nord du pays comme celui de Mourmansk. Ensuite, le second aspect est un aspect diplomatique. Suite à l'annexion de la Crimée, la Russie a récupéré les infrastructures de Sébastopol et les bases et chantiers navals d'Esparia, de Féodossia et de Kertch, qui, en plus de la balle de Novorossiysk, garantissent la souveraineté russe en mer Noire, ce qui donne par la suite un accès à la Russie à la mer Méditerranée, devenant ainsi un principal acteur qui, de plus, a lancé des travaux de réarmement et de modernisation de sa marine, le rendant plus imposant encore. De par ces atouts, Poutine s'est rapproché de Bachar al-Assad, participant comme de nombreux acteurs mercenaires pour la plupart à la guerre en Syrie, pour ainsi établir des bases et devenir un acteur au Moyen-Orient.
Cette politique russe ne plaît pas forcément aux Occidentaux qui sont du côté de l'Ukraine, de par les relations qu'ils partagent avec les pays slaves qui ont peur de la Russie et contre le régime de Bachar al-Assad, depuis les attaques au gaz moutarde. De plus, en Europe, depuis de nombreuses années, une campagne médiatique de désapprobation de Poutine se met en valeur. Ils mettent en valeur ses accords diplomatiques avec des pays autoritaires et criminels, comme ceci plutôt, et les modifications au niveau du statut de président, car en effet, Poutine enlèvera la limitation des 2 mandats successifs qui, en 2008, l'a forcé à présenter son bras droit, Dmitry Medvedev, lors des élections. Il y a peu, Poutine a instauré une loi où tout président ou ex-président ne pourrait désormais plus être l'objet de procédures pénales. En plus de cela, Poutine exerce un contrôle de plus ou moins fort envers les médias, avec, par exemple, la nationalisation de la NTV via son rachat par la société publique Gazprom, ou de la dissolution de RIA Novosti. On peut, en tant qu'Européen, y voir une dictature qui se met en place avec la transgression de la liberté d'expression ou d'information, où Poutine s'accapare des droits, le rendant plus puissant.